l'expression clinique juridique? Non, parce que les cliniques juridiques, ce sont des espèces d'ovnis comme ça qu'on a créés, qui donnent des conseils, mais des conseils approximatifs. Non. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, maître? C'était pas une bonne initiative. Nous avons entendu parler des cliniques juridiques dans cette ville. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Et quels ont été leurs rôles? Est-ce que ces cliniques-là fonctionnent au jour d'aujourd'hui? Les cliniques juridiques ont été dans leur contexte à cette période une bonne chose. Parce qu'elles venaient combler le déficit, elles venaient se mettre là où les avocats n'allaient pas. Parce que ce n'est pas le rôle des cliniciens juridiques. Ça veut dire quoi clinique juridique? Ça veut dire quoi clinicien juridique? Ça veut dire qu'on prend des personnes avec des formations à peu près équivalentes et puis on va leur demander de faire du conseil. Non. Le conseil, tel que nous le pratiquons dans la profession d'avocat, qui est une profession réglementée, s'assoit sur un certain nombre de choses, de règles déontologiques, d'assurance professionnelle qui protègent le justiciable. Si aujourd'hui dans la clinique juridique, qu'est-ce qu'il faut pour être clinicien juridique? Il faut avoir quoi comme diplôme? Mais vous savez très bien que notre... Donc c'était juste des concepts pour nous épater? Non, c'était une bonne idée parce qu'à une certaine époque, l'accès à la justice, parce que le véritable problème ici, que pose la question que vous allez soulever, c'est le problème de l'accès à la justice. Oui. Comment faire pour que la justice soit accessible? Or, les avocats sont concentrés dans le centre-ville. Il n'y a pas d'avocat qui va donner... Il n'y a pas de cabinet au quartier Blondy, il n'y a pas de cabinet à Tiétié, il n'y a pas de cabinet... C'est la raison de notre question, effectivement. Voilà, je vais y arriver. Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, puisque nous, on n'y allait pas, eh bien, ce vide a été, comme la nature a horreur du vide, ce vide a été exploité et puis des initiatives... Comblé de cette façon. Comblé de cette façon. Des initiatives à peu près louables, intéressantes, mais pas sûres. On essayé de combler ce vide. La clinique juridique, c'est une bonne chose, mais je suis désolé, pour nous, ça ne doit pas exister. Les avocats doivent aller là où il y a ces vides-là pour apporter leurs compétences, pour apporter cette sécurité juridique qui soit accessible au plus grand nombre. Est-ce que tout le monde a le droit de prendre un avocat ou solliciter une assistance juridique? Je vais parler là des hommes de toutes les classes sociales. Avant de répondre à cette question, vous n'avez pas répondu à la question de savoir quel a été le palliatif trouvé, puisque les cliniques juridiques... Mais c'est bien cela, c'est bien pour cela que nous avons déconcentré. Et nous allons continuer à le faire parce que ce n'est pas encore parfait. Comment vous avez fait mais nous avons visible. Nous avons déconcentré. Vous avez couvert ça à un moment donné avec le bâtonnat du bâtonnier Coelho. C'était les cliniques juridiques. Non, ça s'appelait pas. Vous avez appelé ça les cliniques juridiques. Non, c'était pas des cliniques. C'était des non. Clinique juridique, c'est pas le mot. Le mot, c'est consultation gratuite organisée par le barreau. Mais nous voulons utiliser ces termes appropriés, utilisés. Maintenant, est-ce que ça existe, qu'on parle de clinique ou pas? Est-ce que ce rapprochement se fait maintenant? Ce fait, il a eu un moment donné, c'est vrai que ce rapprochement s'est fait, il doit être amplifié, mais il a été fait. Il a été fait. Il demande à aller un peu plus loin parce que si on est allé à Louadjili, on est allé au Grand Marché, on est allé, je ne sais pas combien de temps on y est. Il faut aller à Botamisongo, il faut aller un peu partout. Ou du moins, à défaut de partir là-bas, il faut organiser périodiquement des points sur lesquels ces personnes-là, où on va communiquer par la télé, où on va communiquer par... En tout cas, il faut que nous utilisions l'ensemble des ressources à notre disposition pour rendre la justice accessible à tous. À tous. C'est pourquoi la question, est-ce que tout le monde a le droit de prendre un avocat ou de solliciter l'assistance juridique? Je veux parler là des hommes de toutes les classes sociales. Mais c'est bien ça l'objet de l'assistance judiciaire, hein, on dit chez nous. Merci beaucoup. L'assistance judiciaire au Congo est organisée par une loi de 1984, la loi 001-84, du 20 janvier 1984, et qui définit l'assistance judiciaire comme une institution permettant aux personnes qui n'ont pas de ressources nécessaires de faire valoir leurs droits en justice sans être tenues d'avancer les frais avec le concours gratuit des officiers ministériels et des avocats. C'est déjà intéressant. C'est l'article 1er de cette loi, c'est suffisamment clair. Parce qu'effectivement, la question qui devait mettre, c'est de savoir est-ce qu'il y a des frais à payer. Mais déjà, vous êtes en train de nous répondre. C'est-à-dire que le cadre juridique existe. Ensuite, vous avez les articles d'après qui définissent les personnes éligibles à l'aide judiciaire. Qui peut solliciter l'aide judiciaire? Seuls peuvent solliciter l'aide judiciaire les personnes démunies.
C'est donc une façon de permettre de tendre la perche aux personnes démunies pour qu'elles aient accès à la justice. Parce que le service public de la justice est une obligation pour chaque État. De rendre le droit à la justice est un droit fondamental pour chaque individu. Et c'est l'État qui est débiteur de cette obligation à l'égard des populations. Donc il doit organiser l'accès à la justice. Et 10 ans, vous avez fait au barreau en France là-bas, c'était le barreau de Grenoble, vous avez dit. Ici à Pont-Noir, ça vous fait peut-être déjà 5 ans ou peut-être plus. Est-ce que vous avez déjà assisté un indigent justiciable qui avait besoin d'un avocat, vous personnellement? Je vais y arriver. Donc je parlais de cette loi qui existe, mais qui malheureusement n'est pas appliquée. Malheureusement n'est pas appliquée. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis arrivé, un seul individu bénéficiaire de l'aide judiciaire ici. L'aide judiciaire suppose quoi? Suppose non seulement qu'on en détermine les personnes qui sont accessibles, qui sont éligibles, mais il y a des mécanismes qui sont prévus. Il faut mettre en place auprès de chaque juridiction un bureau d'aide judiciaire qui est composé d'un représentant du président du tribunal, d'un représentant du procureur, d'un représentant des avocats, d'un représentant de l'administration des impôts, des huissiers et des différentes personnes qui interviennent dans le processus judiciaire. Et ça, c'est le ministère public qui organise. C'est l'État. C'est l'État qui doit l'organiser. Or, aujourd'hui, il n'existe auprès de ces juridictions aucun bureau d'aide judiciaire. Et comment se fait l'aide judiciaire ici? C'est les avocats qui, comme ça, bon, écoutez, il y a des gens qui arrivent dans nos cabinets, qui reviennent un peu aux origines de notre profession, où c'était une profession totalement désintéressée. On ne fait pas payer tout le monde. On ne fait pas payer tout le monde. Il y a des gens qui arrivent dans vos bureaux, qui ont un dossier digne d'intérêt, mais qui n'ont pas un centime. Vous faites quoi? Vous savez qu'il a raison. Mais vous savez, d'autre part, qu'il n'a pas les moyens de vous payer. Qu'est-ce que vous faites? À partir de ce moment, en âme et conscience, vous décidez. Mais ce n'est pas aux avocats de le faire de façon spontanée. C'est à l'État de l'organiser. Il y a une loi, elle est là, il faut l'appliquer. Et il faut se donner les moyens de l'appliquer. Or, en l'État, on ne se donne pas les moyens de l'appliquer. Si vous retrouvez une seule personne qui, au cours de l'année 2010, a été bénéficiaire de l'aide judiciaire dans le ressort de Pointe-Noire, je pense que vous mériterez une décoration. Ah bon? Ben oui. Type Tchibogo, voilà, on va bientôt arriver. Dans le même sens, Jubel venait de poser une question. J'ai bondi sur votre question. C'était une bonne question. C'est-à-dire revenir un peu avec Maître. Vous, personnellement, est-ce que vous alliez dans ce sens-là? Personnellement, est-ce que vous avez déjà, vous, assisté à un moine nanti, un indigent, dans ce sens-là, qui, en voyant, il a raison, mais il n'a pas les moyens pour solliciter une assistance judiciaire? Ou peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion? Non, attendez, en 5 ans, j'ai quand même eu l'occasion de le faire de nombreuses fois, mais ce n'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, ceux qui ont été bénéficiaires de mes services gratuitement seraient mieux à même de le dire. Mais en tout cas, c'est arrivé, et ça arrive encore. Merci. Dans le même sens, on vous reproche, donc les conseils d'avocats, on vous reproche la lenteur administrative. Souvent dans vos cabinets, quand on se rapproche de vous, mais il y a souvent une lenteur administrative. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a un problème, il est souffrant, il attend des solutions, il se rapproche d'un avocat, mais il y a vraiment une lenteur administrative. Non. On ne peut pas avoir de lenteur administrative dans un cabinet, parce que nous ne sommes pas des administrations. Nous ne sommes pas des administrations. Et puis, ce n'est pas nous qui donnons les solutions. Comment vous allez nous reprocher la lenteur de la justice? On ne rend pas des décisions. Vous venez nous voir avec un dossier, vous dites voilà ce que j'ai comme problème. Nous transmettons le dossier, vos prétentions conditionnées selon les termes de droit. Nous les reformulons, nous les soumettons à une juridiction qui, elle, est appelée à rendre la décision. Donc ce n'est pas à nous. Nous ne sommes pas comptables de la lenteur judiciaire ou de la lenteur, mais nous ne sommes pas du tout comptables. C'est vrai qu'à certains moments, on peut reprocher aux avocats de faire du dilatoire, ça arrive, mais ce n'est pas nous qui sommes comptables du temps et de la durée du procès. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est le ministère public? Ce n'est pas le ministère public, c'est la juridiction, c'est-à-dire le tribunal, la juridiction de jugement qui rend la décision, c'est elle qui est comptable de la durée du procès, pas les avocats. Une dernière question, Gilbert, si vous me le permettez. Allez-y rapidement, Maître, parce que nous allons Maître recevoir Chrétien. question Pleurin.
Je ne sais pas si... je ne sais pas quel est l'intérêt par rapport... Mais parce que la question qui vient, je crois que l'avocat devait parcourir tous les livres, en fait, je tout ce suis qui peut passer entre ses chrétien, mains. je peux vous rassurer, ceux qui me connaissent savent que je suis chrétien, j'ai lu la Bible, j'ai lu les 10 commandements. Voilà, la Bible... voilà. S'il vous plaît, merci beaucoup. La Bible nous dit, la Bible présente parfois Jésus-Christ comme un avocat. Et quand vous pratiquez ce métier, est-ce que vous le rendez dans la même dimension? Non, Jésus-Christ, vous allez comparer... C'est vrai là-bas sur le plan spirituel, mais quand on revient sur le plan humain, est-ce que c'est dans la même dimension? Je peux répondre? Oui. Allez-y, maître. Moi, je suis dans la dimension humaine. Rapidement. Moi, je suis un défenseur dans la dimension humaine. C'est-à-dire que je défends des hommes faits de chair et de sang. Et je les défends auprès de la justice des hommes. Lui, il est l'avocat auprès de Dieu. Hein, nous ne sommes pas à la même dimension. Moi, je défends devant des juges qui sont des présidents de juridiction. Lui, il défend devant le juge suprême. Il est l'avocat des hommes et des mortels devant son père. On n'est pas dans la même dimension. Merci beaucoup, Chip beaucoup, Tchibongo. Merci beaucoup, maître, pour vos réponses. Nous allons recevoir donc Christian Perrin qui va aborder la question liée à la présomption d'innocence. Alors, maître Kalina, bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir. La loi est faite pour les plus forts. Quelle est votre impression là-dessus? Elle est faite pour les plus forts, c'est ce qu'on dit. C'est vrai que la loi et le droit est souvent un rapport de force. Mais elle est surtout faite pour les plus faibles. La loi est faite pour les plus faibles. Qui n'auraient pas de justice s'il n'y avait pas la loi. Si on était comme dans la jungle, ce serait le plus fort qui gagnerait tout le temps. Pourtant, Mais aujourd'hui, il suffit de lire les rôles du tribunal de grande instance pour voir des noms qui hier ne pouvaient pas passer devant un tribunal en face de justiciables lambda. Et donc, c'est la réalité actuelle, c'est les plus forts, ceux qui sont plus nantis financièrement, qui souvent gagnent des procès. Non, ils ne gagnent pas les procès parce qu'ils sont plus nantis, ils gagnent les procès parce qu'ils sont plus instruits, parce qu'ils choisissent les meilleurs avocats, parce qu'ils ont les moyens de payer des avocats là où d'autres n'ont pas les moyens de payer. C'est pas leur condition. C'est pas leur condition intrinsèque de nanti qui fait qu'ils gagnent un procès, c'est que simplement ils ont les moyens et se donnent les moyens de gagner ces procès. C'est vrai que moi je viens pour la présomption d'innocence, mais j'ai une question préliminaire. C'est sur l'affaire Desca. Vous êtes avocat contre Nafissatou Diallo. Quelle est votre appréciation sur cette affaire si jamais il vous était demandé de défendre Nafissatou Diallo? Pourquoi je défends... À l'allure où vont les choses. Non, mais pourquoi je défendrais Nafissatou Diallo et pas Desca? Non, je dis Nafissatou. Moi, mais vous choisissez pour moi. Non, mais si je t'ai amené à défendre Nafissatou Diallo, d'abord, il faut que j'accepte de la défendre parce que je me poserais bien la question de savoir ce qu'elle faisait là-bas toute seule. Ouais, si les questions que je me pose à moi-même, je n'y trouve pas de réponse, je n'y vais même pas. Il faut que vous puissiez m'apporter des réponses crédibles. Or, ce que j'ai vu dans le dossier qui a abouti au non-lieu, c'est que les réponses apportées par cette dame n'étaient pas crédibles. Moi, je ne vais pas mettre ma carrière en péril en allant défendre un dossier dans lequel il y a autant de zones d'ombre. Alors, comme quoi, on peut refuser de défendre un justifiable lorsqu'on est conscient que le dossier, il est vide et ce que l'on me demande de défendre est un non-lieu. Oui, absolument. Vous savez, dans ce dossier en particulier, c'est un dossier très particulier. Vous avez deux choses. Vous avez d'un côté une victime ou prétendue victime, ou qui se présente comme telle, qui prétend avoir subi des choses horribles. D'un autre côté, vous avez un homme qui représente une institution. Le monde, presque. Qui représente quand même un possible président de la République. Avant de vous engager à foncer, à charger, vous regardez ce que vous avez dans votre escarcelle. Vous n'allez pas la fleur au fusil comme ça, à la guerre. Vous regardez d'abord, est-ce que ce que j'ai comme élément est suffisamment crédible pour engager cette bataille? Si vous, intimement, vous pensez que non, vous n'y allez pas. Si vous pensez que oui, vous y allez. Moi, je ne dis pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais en tout cas pesé les deux choses. En tout cas, celui qui a choisi de le défendre a estimé qu'il avait suffisamment d'éléments.
Voilà, maître, on nous dit que tout inculpé a le droit d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi et par un procès, bien entendu, disons un tribunal indépendant et impartial à l'issue, on ajoute, d'un procès public et équitable. Alors, quelle est votre appréciation par rapport au respect de cette disposition ici à Pointe-Noire, après 5 ans d'exercice? La présomption d'innocence est une, dans nos états de droit actuels, est une valeur cardinale, est un principe cardinal que l'on retrouve dans la plupart des textes pertinents sur les droits humains, que ce soit la déclaration de 48, que ce soit la Convention européenne des droits de l'homme, que ce soit la Charte africaine des droits de l'homme. Toutes ces dispositions reviennent sur le principe de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence veut dire que c'est la société qui accuse, qui poursuit, qui a la charge de la preuve. Mais tant que la preuve n'est pas faite et qu'elle n'est pas définitivement faite, on ne peut pas considérer une personne comme étant coupable. Il arrive souvent